Salut à tous et bienvenue dans les petites infos révoltantes du mois de juillet 2021. 5 juillet. La Russie s'approprie l'appellation Champagne. Les producteurs français devront changer leurs étiquettes pour poursuivre leurs exportations. Ils devront utiliser la mention « vin pétillant », le mot champagne étant réservé aux vins effervescents produits en Russie à base de raisins russes. Ça n'a aucun sens. Cette grossière appropriation culturelle cache en fait des enjeux économiques et politiques un peu plus subtils. Souvenez-vous que l'annexion de la Crimée en 2014 avait entraîné des sanctions américaines et européennes contre la Russie qui perdurent encore aujourd'hui. Bien loin de fragiliser le pays, la Russie se sert d'une politique de contre-sanctions pour favoriser son économie. Elle cible essentiellement des produits alimentaires importés d'Europe, souvent de renommée internationale. En empêchant les importations, elle laisse le champ libre aux entreprises locales, qui vont pouvoir se développer et s'améliorer sur le marché russe, à l'abri d'une concurrence déjà mature. Et ça, c'est la base du protectionnisme bien compris. Le patriotisme contre l'agression occidentale sert ici de prétexte à l'acceptation des populations, qui doivent accepter de ne plus trouver dans les rayons certains produits importés et se contenter des productions locales qui peuvent être approximatives, au moins le temps que la filière se développe. Il en va ainsi du parmesan italien, dont l'importation en Russie est explicitement interdite jusqu'à ce que l'Italie supprime ses sanctions et reconnaisse la Crimée comme un territoire russe. Donc la Russie est gagnante sur les deux tableaux. Soit l'Italie reconnaît la Crimée comme russe, soit la Russie développe son économie en remplaçant une importation par un produit local. Comme le dit Oleg Sirota, directeur du syndicat des fromagers russes, parce que visiblement ça existe, le parmesan est très difficile à fabriquer. Nous arrivons à remplacer les fromages à pâte semi-dure, mais mal, et pour du parmesan, nous devons bricoler encore pendant 5 ans. C'est un énorme investissement pour les producteurs. Si le parmesan italien venait à être autorisé, cela encouragerait le dumping et ne permettrait pas aux Russes de réaliser ces investissements. Bref, il faut gagner du temps. Dans 5 à 6 ans, nous allons non seulement dominer notre marché, mais notre parmesan sera exporté à égalité avec celui des Italiens, proclame le dirigeant Bravache. Et donc, il se passe la même chose avec le champagne. Il se trouve que la Crimée est un producteur historique de vin pétillant, et quelques oligarques proches de Poutine, et donc soutenus par l'État, entendent redorer cette production qui a stagné dans le bas de gamme durant la période soviétique et a même souffert d'une période de prohibition. C'est donc toute une filière qui est en train d'être recréée, avec des vins qui montent en gamme progressivement, et des entreprises qui s'organisent pour créer des labels propres aux vins russes. Du coup, c'est un peu dommage de se planquer derrière l'appellation champagne. Mais bon. Aubreau d'Oursault profite à plein de cet élan. Leur nouveau vin pétillant copiant le champagne avait été sélectionné pour garnir la table des JO en 2014, et Poutine a récemment affirmé qu'il rêvait d'aller y travailler après sa présidence, juste après avoir réservé l'appellation champagne au vin russe, justement. Tout cela montrant, comme je vous le disais, un soutien important de l'État à la filière. Avec les États-Unis et l'Argentine, la Russie est l'un des rares pays du monde qui ne reconnaît pas l'appellation AOC Champagne. En 2010, pourtant, ils avaient signé un accord de principe pour abandonner l'appellation champagne, qui était utilisée de façon générique pour désigner tous les mousseux, et la réserver au champagne français. Ça devait être acté après une période de transition assez longue de 15 à 20 ans. Et finalement, au bout de 11 ans à faire de la concurrence déloyale en vendant du vin pétillant sous le nom de champagne, eh bien cette nouvelle loi fait l'exact inverse en réservant le mot champagne au vin russe. Toutefois, ce n'est pas un cadeau gratuit pour les producteurs russes, parce que pour être nommé champagne, le vin devra être produit en Russie, à base de raisins russes, et suivant la méthode traditionnelle champenoise. Ce qui n'a aucun sens, on va pas se le cacher. C'est donc une façon d'assainir le marché de tous les produits de merde pour laisser le champ libre aux producteurs sérieux, qui ont quelques années devant eux pour égaler les produits étrangers, afin de les remplacer dans le marché russe, et pourquoi pas, devenir exportateurs. Le mouvement est déjà bien engagé sur le fromage, dont la production était quasi inexistante en Russie il y a quelques années, et qui se développe grâce à l'embargo. Alexei Andreev, lui, s'est lancé dans la production de camembert peu après l'embargo. Il ne trouvait plus ses fromages préférés dans les supermarchés. On a commencé avec ma fille et avec ma femme dans notre appartement à 13e étage à Moscou. Dans les casseroles, après on a acheté un pasteurisateur de 40 litres. Depuis, il s'est formé en France. Il produit désormais 150 camemberts par semaine. Sa petite entreprise se porte bien. Il a décroché quelques prix. Et ça, c'est le meilleur fromager.
2020. Et il a même un client dont il est très fier. Une fois par semaine, j'ai fait des livraisons, même à l'ambassade de France. Voilà. Lui veut rester au stade artisanal. D'autres sont déjà passés au stade industriel. Eh bien, des entrepreneurs français ont eu une idée pour ne pas perdre ce marché, fabriquer et vendre des fromages ou de la charcuterie 100% française directement en Russie. Rencontre avec Dominique Derda et Patrice Hacheret. C'est au sous-sol de ce centre commercial dans la ville d'Obninsk, à 1 heure de route au sud de Moscou, que se cache la petite fromagerie. Le lait arrive par bidon d'une ferme des environs, jusqu'à 2000 litres par semaine. Un lait riche et onctueux provenant de vaches nourries exclusivement de produits naturels et sans antibiotiques. Première étape, la pasteurisation. Le détail très important, c'est justement la propreté du lait. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune impureté. Il y a 2 ans encore, Frédéric Piston d'Aubonne ne connaissait rien à la fabrication des fromages. Cela fait une quinzaine d'années qu'il s'est établi en Russie, d'abord dans les transports, puis dans la logistique. Mais quand Vladimir Poutine a décidé d'interdire toute une liste de produits alimentaires européens en réponse aux sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée, le Français s'est dit qu'il y avait là un défi à relever et un marché à conquérir. Avec un associé belge, il a réuni 350 000 € pour l'achat du matériel, la mise de fonds de départ. Ils ont fait venir de France un maître fromager qui leur a tout appris et ils se sont lancés. Les débuts n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, l'entreprise d'une dizaine de salariés produit pas moins de 15 000 fromages par mois. Des fromages au goût et au nom bien français, mais 100% russes, vendus dans une 50aine de points de vente à Moscou et dans sa région. Que ce soit des Français, que ce soit des chefs cuisiniers, tout le monde nous dit qu'au niveau qualitatif, on a réussi. À ce niveau-là, on a réussi. Donc vous êtes fiers de vous? Oui, je peux le dire. Oui. Les Russes connaissaient les fromages occidentaux grâce à l'import, en fait. Donc je dirais que l'import a créé le besoin et l'embargo a provoqué le manque. D'où en fait ces nouveaux fromages russes fabriqués en Russie. Alors certes avec l'aide de Français, d'Italiens ou d'autres nationalités. Mais bon, c'était inimaginable il y a 2-3 ans même encore. Vous vous souvenez comment on a perdu toute notre industrie en transférant des technologies et en payant pour créer et développer des usines en Chine afin de profiter de la main-d'œuvre? Et ben là, c'est pareil. Pour contourner l'embargo, les entreprises françaises investissent en Russie et transfèrent le savoir-faire en Russie. Et c'est autant d'emplois qui ne sont pas créés en France. Donc non seulement la France perd des clients et les emplois qui vont avec, mais on prend le risque de créer de nouveaux concurrents. Alors bien sûr, les grands groupes tirent toujours leur épingle du jeu. Que le fromage soit fabriqué en France ou en Russie, ils feront des bénéfices. Par contre, les producteurs locaux et les salariés français de la filière pourraient bien l'avoir dans l'os. Si la Russie gagne son pari, ils pourraient un jour fabriquer un fromage qui concurrence les nôtres, peut-être pas en France, mais au moins sur nos marchés, et notamment dans les pays de l'Est. Et ce sera grâce à nos savoir-faire, dans des usines développées avec notre argent, investies sur place à cause de nos sanctions. C'est malin. Alors si les sanctions économiques occidentales peuvent être pénibles pour quelques oligarques russes et quelques grandes entreprises ciblées, elles sont une aubaine pour l'économie de base, parce que le gouvernement russe profite de l'embargo pour remplacer des produits importés par des productions locales. Nos génies du millénaire ont donc créé les premières sanctions économiques qui bousillent l'économie des pays sanctionneurs et développent celle du pays sanctionné. Tout un concept. 24 juillet. Passe sanitaire. Le Sénat adopte un texte substantiellement modifié. Une mise en place décalée de 15 jours, des mineurs pas concernés, des terrasses accessibles sans passe. Bref, quelques ajustements de façade pour donner à penser qu'on défend les libertés publiques, mais qui ont été évacués au fil de la navette parlementaire, parce qu'à la fin, c'est l'Assemblée qui décide. Mention spéciale pour Philippe Bas, qui se bat courageusement pour apporter des solutions aux problèmes qu'il crée et qu'il soutient. Le Sénat a obtenu à ma demande une déclaration solennelle du gouvernement annonçant l'indemnisation des entreprises pour les pertes subies du fait de la baisse de fréquentation causée par le pass sanitaire. C'était une condition du vote de la loi par le Sénat qu'il a réécrite.
Et effectivement, quelques jours plus tard, le gouvernement annonçait qu'en raison de l'entrée en vigueur du pass sanitaire, le fonds de solidarité serait élargi pour le mois de juillet à toutes les entreprises qui perdent 10% de leur chiffre d'affaires au lieu de la moitié. Par ailleurs, des aides complémentaires sont déployées, notamment pour les secteurs impactés par la mise en place du pass sanitaire. Alors nous sommes très contents pour les entreprises, mais bien entendu, les gens qui subissent des pertes à cause du pass sanitaire n'ont pas reçu la même sollicitude de la part des parlementaires. Dans leur extrême bonté, ils ont supprimé la possibilité de pouvoir virer les gens en cas d'absence de pass sanitaire. Mais en fait, à la place, vous êtes suspendu sans solde et sans chômage. Évidemment, puisque le contrat n'est pas rompu. C'est donc bien plus malin de suspendre les gens que de les virer. S'ils veulent payer leurs factures à la fin du mois, ils n'ont pas le choix d'aller à la pêche au pass. Mais comme toute personne sans ressources a le droit à la solidarité nationale, ces employés sans solde ont été guidés par le gouvernement vers le RSA. Au grand désarroi des départements qui versent cette aide et dénoncent le dévoiement de ce revenu d'insertion qui ne doit pas être un revenu de substitution. Bref, au-delà de ces détails techniques, il est surtout intéressant de voir que maintenant, la droite française empêche les gens et les entreprises de travailler et ils sont contents de les parquer dans l'assistanat. C'est même devenu une condition de leur vote. Alors j'ai un petit message pour les nunus de LR et d'En Marche qui s'apprêtent à faire encore cette année une glorieuse campagne présidentielle. Avant de nous expliquer qu'il faut libérer les énergies du pays et diminuer les aides sociales pour remettre la France au travail, commencez par supprimer votre passe sanitaire. Ce serait un bon début. Ah, et pendant que j'y suis, si le MEDEF a l'audace de dénoncer les assistés ou les Français qui veulent pas travailler, oubliez pas de rendre les aides. Parce que vous pourriez être en train de vous critiquer vous-même. Quand on a proposé de payer les entreprises à rien foutre à cause du pass sanitaire, on vous a pas beaucoup entendu dire non. Et oui, le MEDEF déteste la dépense publique, sauf quand ça finit dans sa poche. 27 juillet. Tiens, justement, quand on parle des assistés, l'Union européenne autorise 30,5 milliards d'euros d'aides françaises en faveur des ENR. Ces aides serviront à financer 34 gigawatts de projets éoliens, solaires ou hydrauliques qui seront lancés entre 2021 et 2026. Elles pourront être versées sur 20 ans après l'installation. On poursuit donc le formidable gaspillage d'argent public dans les ENR qui, je vous le rappelle, est capté par des fonds de placement étrangers, qui sert à importer du matos venu de Chine ou d'Allemagne, qui abîme l'environnement, qui dégrade le bilan carbone dans le cas de la France, et qui fait péter la facture d'électricité. Et oui, messieurs dames, si le prix de l'électricité a bondi de 43% en 10 ans, c'est principalement pour deux raisons. D'abord, à cause de l'organisation d'un marché concurrentiel complètement absurde exigé par l'Union européenne, et ensuite, à cause de l'explosion de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Cette taxe qui servait à financer le raccordement des territoires isolés, sert aussi à financer les subventions aux énergies renouvelables. On parle de l'éolien et du solaire à 90% et le reste c'est du biométhane. Ces subventions prennent la forme d'une obligation d'achat par EDF de l'électricité produite par les ENR à un tarif nettement supérieur au prix du marché, d'où la nécessité de taxer les consommateurs pour financer le déficit. Un rapport de la Cour des comptes de 2018 indiquait que le montant des engagements de l'État pris avant fin 2017 en soutien aux ENR s'élevait à 121 milliards d'euros. Une somme dont le versement s'étale jusqu'en 2044, comme on va le voir dans un instant. C'est pour financer cette somme que la CSPE a bondi de 650% entre 2003 et 2018 pour peser 16% de la facture d'électricité. Le coût de la transition énergétique pèse lourd dans cette augmentation. D'un montant de 90 millions d'euros en 2005, soit 5,8% du total de la CSPE, on arrive en 2015 à 3,7 milliards, soit 60% du total de la taxe. Et en 2021, on est maintenant à 5,6 milliards d'euros. C'est dommage que les revenus n'augmentent pas aussi vite. Et malgré cela, la CSPE ne couvre pas la totalité du coût des subventions aux ENR. Sur ce graphique, la courbe bleue indique l'évolution de la taxe, la courbe rouge indique le montant qu'il faudrait pour couvrir les coûts. Le déficit qui résulte de l'écart entre ces deux courbes est actuellement payé par EDF, qui doit normalement se faire rembourser par l'État, sauf qu'il n'est pas un très bon payeur. La dette de l'État auprès d'EDF au titre des subventions aux ENR est estimée à 5,2 milliards d'euros en 2013, 9 milliards en 2018 et ça continue de monter. Cette charge pourrit les comptes d'EDF qui est obligé d'emprunter pour financer ce trou de trésorerie.
Et après on viendra s'étonner que EDF est en faillite. Oh, on se demande pourquoi. Et c'est pour ça qu'en supplément de la CSPE, qui ne repose que sur l'électricité, est venue s'ajouter en 2017 une nouvelle taxe sur les énergies fossiles pour financer la transition écolo, la fameuse taxe carbone. Ça n'a pas été très bien accepté, je crois que non. Voilà, donc ça c'était pour la CSPE, mais il faut que je vous parle aussi de la TURPE, même si c'est un peu indirect. Donc ça c'est une autre taxe qui sert principalement à l'entretien du réseau électrique et qui pèse maintenant plus de 30% de la facture d'électricité parce qu'il a fallu financer le raccordement du foutoir des ENR et surdimensionner les réseaux pour gérer les pics et les creux créés par ces énergies intermittentes. Cette année, Enedis a annoncé un plan d'investissement de 69 milliards d'euros sur 15 ans permettant de faciliter le raccordement des ENR. Ça fait 4,6 milliards d'euros par an pour brancher des ventilateurs déficitaires. Donc la TURPE n'est pas près de baisser. Et c'est un coût qui s'ajoute aux subventions à la production. Le bilan financier des ENR était déjà pas glorieux, et leur charge va continuer de gonfler dans les années à venir. Alors prenons les choses dans l'ordre. Voici comment se répartissent les 121 milliards de subventions aux ENR signés à la fin 2017. En bleu, c'est les charges contractées avant 2011, et en rouge, celles signées entre 2012 et 2017. Il était prévu 6 milliards d'euros de subventions aux producteurs en 2021, avec un pic à 7 milliards d'euros en 2025. Sauf qu'il faut ajouter sur ce graphique les engagements pris entre 2018 et 2021. Du coup, nous sommes déjà à 7 milliards d'euros de subventions en 2021. Et il faudra bientôt ajouter sur ce graphique les 30 milliards d'euros de nouveaux engagements qui vont être signés dans les 5 prochaines années. Il est donc très probable qu'on dépasse la barre des 10 milliards d'euros de subventions annuelles aux ENR, auxquels il faudra encore ajouter les coûts de raccordement des nouvelles installations. Et ça, vous allez le sentir passer sur la facture d'électricité et à la pompe. Pour se rendre compte de l'ampleur du gaspillage, il faut avoir en tête que la totalité du parc nucléaire français installé dans les années 80 nous avait coûté entre 100 et 120 milliards d'euros d'aujourd'hui. Il produit encore 70% de notre électricité. Ces 15 dernières années, on a payé 120 milliards de subventions directes pour développer l'éolien, le solaire et le biogaz, qui produisent à peine 10% de notre électricité. Ça fait un rapport de 1 à 7, sans compter le surcoût du raccordement. Il faut aussi prendre en compte la durée de vie de ces moyens de production. Une centrale nucléaire, ça produit pendant 40 ans, et on peut la prolonger jusqu'à 60 à 80 ans en remettant un peu d'argent dedans. L'éolien et le solaire, ça part à la benne au bout de 15 à 20 ans. Et comme on les subventionne toute leur vie à crédit, on n'aura pas fini de payer les subventions, que le matériel sera déjà démantelé et qu'il faudra payer les nouvelles subventions pour le matériel suivant. L'éolien et le solaire ne sont donc pas des investissements qui nous feraient ensuite bénéficier d'une rente, comme peut l'être un barrage ou une centrale. C'est une dépense continuelle et massive au bénéfice des fabricants de moulins à vent et promoteurs de parcs ENR qui, de l'aveu même de la Commission européenne, ne réaliseraient pas ces projets en l'absence d'un soutien public. Et oui, les plus gros assistés portent plus souvent des costards-cravates que des gilets jaunes ou des gilets de sauvetage. 30 juillet. Décidément, c'est le mois des assistés. Voici l'assisté du mois. Xavier Niel lance une OPA sur Iliad pour retirer Free de la bourse. Pour réaliser cet objectif, il s'est engagé depuis quelques années dans une politique de rachat des actions de son entreprise pour atteindre les 90% du capital nécessaires à ce retrait de la cote. En 2019, il passe de 52 à 72% du capital en rachetant 20% des titres au prix de 120 € par action. Il entame maintenant la phase finale en proposant aux actionnaires de leur racheter les 30% qui lui manquent au prix de 182 € par action, soit une prime de 61%, ce qui lui a permis de réussir son pari. Il possède maintenant 96,4% de la société, qu'on arrondira à 100% pour la suite de la vidéo et ne pas s'emmerder avec la petite virgule. Alors tout ça est évidemment payé à crédit, via une émission d'obligations de 1,4 milliard en 2019, puis 3,7 milliards en 2021. Des crédits à 5% sur 5 à 7 ans, bref. En tout, c'est 5 milliards d'euros de crédits qui seront financés par les revenus de l'entreprise. Ce qui va permettre à Xavier de s'accaparer d'une rente payée par les autres, comme le dernier des assistés. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et j'en profite pour remercier Anis Lajnef, qui m'a aidé à y voir plus clair sur le sujet qui va suivre. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, il y fait régulièrement des posts de vulgarisation autour de la finance.
Cette rente se divise en deux axes. Vous avez la valorisation de l'entreprise qui constitue un patrimoine et le dividende qui est le revenu du capital investi. Mais dans les deux cas, l'enrichissement de Niel ne vient pas du travail formidable de Niel. Ça vient de la ponction sur les 15 000 employés du groupe qui vont produire la valeur nécessaire pour payer les dividendes de Niel et rembourser les crédits d'Iliad qui servent à investir et à développer l'entreprise et donc à faire gonfler le patrimoine de Niel, puisqu'il est le seul à la posséder. Pour avoir une idée des montants pompés sur les travailleurs, on peut comparer le coût salarial total sur un an et les derniers dividendes. En partant du principe qu'un salarié chez Iliad coûte en moyenne 40 000 € par an, toutes cotisations incluses, on obtient 600 millions d'euros de charges de personnel. Une estimation haute. Si on se base sur les chiffres que j'ai pu trouver dans les résultats semestriels, on doit être plus proche des 400 millions d'euros par an. Mais pour la qualité de notre raisonnement, il faudrait aussi prendre en compte des choses comme la sous-traitance. Donc je gonfle un peu le chiffre pour être sûr d'être au-dessus de la réalité. Le dividende de 2020 a été de 3 € par action, multiplié par le nombre d'actions, ça fait 170 millions d'euros de dividendes. Donc, sur 770 millions d'euros partagés par l'entreprise, 22% a servi à rémunérer les actionnaires en 2020, qui ne sont maintenant plus qu'un en 2021. Alors si le dividende reste le même, ça veut dire qu'une seule personne percevra entre 1/5 et 1/4 des revenus partagés par Iliad, qui sont produits par 15 000 personnes sur un an. Mais il faut aussi prendre en compte l'accaparement de la valorisation de l'entreprise, qui était de 10,8 milliards à la dernière cotation. 10,8 milliards divisé par les 15 000 employés, ça fait 720 000 € par tête de pipe. 720 000 divisé par notre salaire moyen de 40 000 € par an, ça fait 18 ans de salaire, toutes cotisations incluses. Alors avant toute chose, c'est évidemment approximatif de calculer comme ça, parce que tous les employés ne sont pas présents depuis le lancement de l'entreprise. Il y en a qui sont arrivés, d'autres qui sont partis, tout le monde n'a pas produit la même valeur, c'est une moyenne, etc. Pour affiner le calcul, il faudrait comparer le coût des salariés depuis le lancement à la somme de la valorisation à un instant T et des dividendes qui ne sont pas versés toutes les années. Il n'empêche que si tous les employés en fonction avaient une part égale de l'entreprise qu'ils ont contribué à développer, ils auraient un patrimoine équivalent à 18 ans de revenus bruts. Quand on sait que Niel a racheté Iliad en 91, donc il y a 30 ans, et qu'il a créé Free en 99, il y a 22 ans, on se rend compte que la ponction est énorme. Free existe depuis 22 ans, la valorisation par employé est égale à 18 ans de leur salaire brut, et tout ça est capté par une seule personne, auquel il faut encore ajouter les dividendes. Patrick, that's my money. Have you learned nothing about sharing? Comme Niel est maintenant le seul actionnaire et qui va faire financer ses rachats de titres via les dividendes produits par les salariés, on peut estimer au doigt mouillé qu'environ 40% de toute la valeur créée par Iliad depuis sa création est tombée dans la poche d'un seul homme. Alors moi je veux bien qu'il y ait des inégalités dans la société, qu'on récompense les gens qui prennent le risque d'entreprendre, seulement là, Xavier n'est pas en train de s'endetter pour investir et créer des produits et des services nouveaux qui vont être utiles aux gens. Xavier est en train de s'accaparer une rente sur le dos des autres. Et s'il peut se l'accaparer, ce n'est pas grâce à un mérite particulier, c'est uniquement parce qu'il a accès au robinet à pognon magique de la BCE via l'émission d'obligations sur les marchés financiers. Vous pouvez toujours essayer de demander à votre banquier un crédit de 5 milliards d'euros pour acheter une entreprise qui le payera à votre place. Il y a peu de chances qu'ils disent oui. Mais Xavier, lui, il peut. Il peut parce qu'il a déjà un certain patrimoine, un certain réseau, une certaine image qui lui donne accès au financement obligataire. Et par cet intermédiaire, il est subventionné par la BCE, qui a créé des conditions d'accès au pognon sur les marchés extrêmement favorables. Il faut ajouter à ça que lui, il rembourse pas le crédit comme les gueux ordinaires qui payent un petit bout du capital et des intérêts tous les mois. Lui, il paye les intérêts, disons tous les mois, mais par contre le capital, il le rembourse en une fois. Et où est-ce qu'il trouve l'argent ? Il fait un nouveau crédit. Donc en fait, il paye jamais le capital. Comme on dit, il roule sa dette sans arrêt. C'est un montage financier très avantageux, mais qui a toutefois besoin de 3 ingrédients pour fonctionner correctement dans la durée. Alors déjà, il faut que les employés maintiennent ou développent la valeur de l'entreprise. Niel a emprunté 5 milliards pour acheter 50% d'une entreprise qui en vaut 10, et ces emprunts sont gagés sur la valeur de ses actions. Si demain l'entreprise se pète la gueule et qu'elle vaut plus qu'1 milliard, personne ne va lui prêter 5 milliards si en face vous avez plus qu'1 milliard d'actifs. Mais par contre, si l'entreprise vaut 20, 30, 40 milliards, ce sera beaucoup plus facile d'emprunter les 5 dans quelques années. Deuxième chose, il faut aussi que les employés produisent chaque année un dividende suffisant pour que Niel paye les intérêts de ses crédits qui lui servent à contrôler l'entreprise.
Et donc, troisième chose, il faut que la BCE poursuive sa politique d'argent magique qui fait baisser les taux. Si les taux devaient remonter, la charge des intérêts pourrait devenir supérieure aux dividendes et rendre le montage déficitaire. Plus les taux sont bas, et moins c'est risqué de faire ce genre de truc. Niel fait donc un triple pari. Il parie qu'Iliad va continuer à se développer, à générer du profit dans les années à venir, et il parie que la BCE ne va pas remonter ses taux. Et il fait même un quatrième pari bonus, parce qu'il pourrait se faire payer ses crédits par l'inflation générée par une telle politique d'argent magique. Imaginez que sur 20 ans, les prix soient multipliés par 10. Et le poids de ces crédits aura diminué de 90% sans qu'il en ait payé 1 centime. Quant aux intérêts payés sur la période, il s'en fout. Ils auront été payés par les dividendes produits par les employés. C'est les autres qui payent. Donc il ne produit rien de plus. Il ne paye rien, mais il s'accapare 100% de l'entreprise. Parce que monsieur peut faire un crédit. Et c'est pour ça que je dis que Xavier Niel est un assisté. Il souscrit un énorme crédit pour financer son patrimoine, et il le fait payer par 15 000 personnes qui n'en verront jamais la couleur. Les enfants, on appelle ça l'extorsion de la plus-value par la propriété lucrative des moyens de production. Et dans l'histoire, ça a fait rouler quelques têtes. Cet accaparement est d'autant plus difficile à justifier dans le cas des rachats de titres que le seul mérite de Niel, c'est de pouvoir faire un crédit et pas vous. Pourquoi je suis riche ? Mais parce que je peux emprunter des milliards à pas cher grâce à la politique monétaire, et le coût financier des crédits est payé par le travail des autres. En expliquant tout ça, je veux faire comprendre aux gens que la plus grosse taxe sur leur travail ne vient pas forcément de l'État, mais surtout de la propriété privée des moyens de production par les détenteurs de capitaux. D'autant plus que l'État vous rend l'argent sous forme de routes, d'écoles, d'hôpitaux, d'armées, etc. Enfin, quand c'est pas géré par des connards. Par contre, Niel y financera jamais de services publics gratuits pour vous avec l'argent qui vous pompe. Alors on pourra toujours dire que c'est la rémunération du risque que Niel a pris en entreprenant, ce que je conçois dans une certaine mesure, mais qui est extrêmement discutable dans le cas des rachats de titres. D'autant qu'il est certain que si l'entreprise a des difficultés, ce seront d'abord les salariés qui en subiront les conséquences. Pression, licenciement, etc. Parce qu'il faudra bien payer les dividendes de Niel, Il va pas lâcher le Grisby comme ça. En récupérant la propriété des moyens de production, en devenant indépendant ou sous la forme d'une SCOP, les salariés pourraient avoir de substantielles augmentations de revenus et de patrimoine, sans travailler plus, et sans supporter beaucoup plus de risques qu'ils n'encourent déjà. En plus, ça motiverait les gens, ça permettrait aussi d'évacuer un tas de conflits sociaux issus de la divergence d'intérêts entre les salariés et les actionnaires, et ça aiderait même à régler la question de l'automatisation. C'est moins grave de perdre votre boulot si vous touchez une rente sur les machines qui travaillent à votre place parce que vous en êtes copropriétaire. Alors en ce moment, il y a pas mal de gens qui se plaignent du pouvoir d'achat, de la hausse du prix de l'essence et tous ces trucs-là, et quand on a un salaire fixe et stagnant, c'est normal de s'intéresser au prix des choses qu'on achète. Mais ça peut être bien de prendre le problème à l'envers et de s'intéresser au prix des choses que l'on vend. Aujourd'hui, vous savez combien votre employeur vous paye, vous savez à peu près combien l'État prélève, mais vous vous êtes déjà demandé combien vous rapportez à l'entreprise pour laquelle vous travaillez ? Si vous faites gagner 2500 € à votre employeur et qu'il vous paye au SMIC, donc à peu près 1800 € tout compté, ça va être compliqué d'avoir une substantielle augmentation de salaire. Par contre, si vous lui faites gagner 10 000 € par mois et qu'il vous paye au SMIC, c'est peut-être le moment de rééquilibrer la balance. Puis s'il veut pas, il y a toujours moyen de se mettre à son compte. Alors avant les problèmes de pouvoir d'achat, en France il y a d'abord un problème de répartition des richesses, qui sont captées par des dépenses publiques très mal dépensées, avec des aides publiques indues. On a vu le cas ici avec les ENR, mais j'ai fait une vidéo sur ce sujet l'an dernier, et on peut facilement récupérer plus de 200 milliards d'euros par an. Et puis il y a la richesse qui est captée par l'extorsion de la plus-value au nom de la propriété des moyens de production. Et ça peut être très variable d'une entreprise à l'autre, en fonction de sa taille, de la santé économique, du secteur, et puis des fois, il n'y a rien. Mais pour récupérer ce pouvoir d'achat, c'est pas gratuit. Faut que les masses s'intéressent à la politique et arrêtent de voter pour des baltringues qui détruisent les services publics et subventionnent les riches. Et puis, il faut chercher à devenir partie prenante de son entreprise pour bénéficier à plein des fruits de son travail. Et ça, pour beaucoup qui veulent pas trop se faire chier et consommer le week-end, c'est un gros changement de mentalité. Mais si vous voulez déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre, faut pas s'étonner que ce quelqu'un d'autre a un pouvoir sur votre niveau de vie. En parlant d'indépendants, on a référencé de nouveaux artisans pour Noël sur notre boutique zoneartisanale.com. On commence avec l'atelier de Claire et Gabriel, un couturier de Savoie qui fait des chemises cousues main en lin, ainsi que des caleçons très solides en lin et en coton. Je vous laisse aller y jeter un œil. On a aussi dégoté un savonnier qui a développé une belle gamme de savons et de shampoings solides. Du coup, on l'a mis en contact avec notre apiculteur pour vous proposer des savons au miel et des savons à la propolis de très haute qualité.
La savonnerie Marinelle propose aussi des bougies, un savon de rasage, un savon pour la vaisselle et une recette exclusive de détachant textile très efficace. Bref, tout ce qu'il faut pour évacuer un paquet de bouteilles plastiques de nos placards, notamment avec les shampoings. Un petit pain de shampoing comme ceux-là peuvent remplacer 2 bouteilles. C'est donc l'occasion idéale pour faire la transition. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, ça mousse. Il suffit de le frotter avec les mains ou directement sur la tête, et vous vous lavez les cheveux avec, comme avec un shampoing liquide. Au niveau de ça, c'est pas différent. Si au début vous avez l'impression d'avoir les cheveux un peu rêches après utilisation, c'est normal. Votre cuir chevelu va s'adapter, et après quelques semaines, vous ne reviendrez plus au shampoing liquide. Ce qui arrangera bien mes affaires, et les vôtres aussi. Parce que les savons et shampoings, ça occupe quand même une bonne place dans la catégorie des produits de merde, et ce sera sans doute le sujet de la prochaine émission. Il y a de l'arnaque à tous les étages. Vous trouverez quelques promos de Noël sur notre page d'accueil, notamment le t-shirt Le Penseur, que je vais bientôt liquider. Ça peut faire un très beau cadeau en perspective de la présidentielle. Pour répondre aux nombreuses demandes d'ailleurs, le t-shirt Guillotine en gris reviendra bientôt, on a enfin trouvé un bon fournisseur, et on est en train d'en dessiner un nouveau sur le thème de la planche à billets. En parallèle, on a sorti 2 nouveaux modèles de coques de téléphone. Une adaptation du cri du célèbre tableau d'Edward Munch, et un nouveau concept assez original, qui sera en ligne peu après cette vidéo, faudra peut-être attendre un jour ou 2. Il s'agit de créer une galerie de portraits personnalisables. Vous allez pouvoir choisir votre portrait, mais aussi l'arrière-fond, et ajouter en bas la citation de votre choix, dans la limite de 170 caractères, plus le nom du personnage. Quelques portraits sont déjà disponibles, et pour 50 € de plus, on réalise celui que vous voulez. Il suffit de nous envoyer une photo, et notre artiste dessinera un modèle adapté à la gravure. On pourra sans doute en faire quelques-uns pour Noël, mais je vous cache pas qu'au niveau des délais, ce sera un peu ric-rac. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous trouverez le lien de la boutique en description, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.